Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de l'étape numéro 14 de ce Tour de France. Il y avait Jouplan au programme, il y avait beaucoup de difficultés, le col du feu, le col de Cou. Également avec un début de journée qui était très difficile sur cette étape numéro 14. On va revenir sur tout ce qui s'est passé, la grosse chute, des soucis d'organisation, les soucis avec la moto, la note de l'étape, le bilan des bleus, les coureurs au top, les flops, on saura tout. Pas que sur le Kiki, également sur cette étape numéro 14. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Je vais y arriver dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette étape. N'hésitez pas également, départ fictif. Et oui, lundi, journée de repos. Qui dit journée de repos dit départ fictif. Alors, vous pouvez poser vos questions sur le Tour de France. Vous pouvez même poser vos questions sur le Tour de France Femmes, parce que là, on va pas pouvoir faire vraiment de présentation sur le Tour de France Femmes. Toujours un petit peu enfin, je pense que ça va être compliqué de faire une présentation du Tour de France Femmes. Un petit peu compliqué parce que les deux s'enchaînent. Mais on pourra le faire l'année prochaine, puisque le Tour de France Femmes sera après les Jeux Olympiques. Mais là, cette année, c'est un petit peu dur. Mais n'hésitez pas à poser vos questions. Ça sera, vous avez jusqu'à lundi midi, 13h30. Et puis après, j'enregistrerai la vidéo dans l'après-midi. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Vous pouvez faire un super thanks également si vous voulez soutenir la chaîne et que vous en avez les moyens. Vous pouvez également vous abonner à EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer, Amazon, Google. Vous pouvez vous abonner notamment sur Spotify. Si vous pouvez privilégier Spotify. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez aller voir TikTok avec le débrief juste après l'arrivée. Et c'est même du contenu approuvé par le Tour de France. Et oui, parce que ce matin, j'ai eu la bonne surprise quand j'ai ouvert mon compte TikTok, que je me sers de TikTok juste pour ça, de voir que le Tour de France avait liké la dernière vidéo. Donc, ce contenu est approuvé par le Tour de France. Ils ne savent pas dans quel pied ils se sont mis, parce qu'aujourd'hui, je veux bien défoncer l'organisation. Très grosse étape aujourd'hui, sur cette étape numéro 14 du Tour de France. Très grosse journée. On a tout eu. Tout ce qui fait le cyclisme. Chute, attaque, duel, suspense, rebondissement. Tout ce qu'on aime dans le cyclisme aussi. Alors, moins les chutes, mais on a un peu tout eu, quoi. On a tout eu sur la route. Le seul truc qu'on n'a pas eu, c'est des Français hyper performants. Et encore, on a eu quand même Félix Gall. Je me suis étouffé tellement il y avait de spectacles sur cette étape. Que dire? On a eu du duel, du suspense, de la tactique, la victoire d'un Espagnol. C'était une très belle journée de cyclisme. Parce que il y avait tout ce qu'on aime, c'est-à-dire du suspense. On a vu quand même une séquence que ça m'a rappelé vraiment Schleck, Contador, Axe 3 Domaines. La séquence de cyclisme sur piste où ils se font battre, totalement Axe 3 Domaines, Contador, Schleck. Andy Schleck. Alors sur des profils différents, mais Pogacar avait le rôle de Contador et Vingegaard avait le rôle plutôt de Schleck. Et puis cette attaque de Pogacar derrière, ça arrive à revenir. Des équipes qui se donnent au maximum, mais pour des gains qui sont minimes quand même depuis le début de course. Enfin voilà, un super spectacle pour le moment dans ce Tour de France, et ça va continuer tous les jours. Tous les jours, ça risque de continuer jusqu'au Markstein, cette affaire-là, à part s'il y en a un des deux qui tombe, parce que là, pour le moment, c'est une super course. Je pense que ça doit faire plaisir à beaucoup de gens qui se mettent au cyclisme avec la série de Netflix, parce que je pense qu'ils doivent prendre... alors, c'est pas chaque année la même chose, il y a des années qui sont plus chiantes. Peut-être aussi qu'on aime encore plus cette course, parce que c'est vrai que le Giro a pas été très passionnant, mais comme quoi c'est pas vraiment une question de parcours, parce que moi je trouvais ce parcours du Tour de France pas forcément bien ficelé. C'est une question d'envie des coureurs. Et on le voit, sur le Giro, il y avait des étapes où on aurait pu avoir du grand spectacle, sauf que les coureurs ne le souhaitaient pas, ne voulaient pas faire ces attaques-là. À la différence de là, où les coureurs veulent faire du spectacle, et puis le fait d'avoir moins de contre-la-montre
peut-être jouent, mais encore, je suis pas si sûr. Je crois que si les coureurs ont envie de faire le spectacle, ils font le spectacle. À un moment, voilà. Et là, il y avait l'envie de faire le spectacle. On va revenir sur tout ce qui s'est passé. On va revenir sur la chute. La grosse chute, voilà, au bout de 8 km de course, grosse chute. C'est quelque chose maintenant, je vais pas dire de récurrent, mais on voit très bien que les faux plats descendants, c'est devenu là où on a les plus grosses chutes. Les légers faux plats descendants, comme c'était l'endroit de la chute, c'est là où maintenant il y a les plus grosses chutes. Les lendemains également, enfin juste après les départs fictifs, on a aussi pas mal de chutes. On avait vu sur le Giro notamment il y a 2 ans, je crois me rappeler, ou l'année dernière, je ne sais plus, où il y avait pas mal de chutes après les départs fictifs. Donc on voit que c'est un moment où tout le monde veut partir en échappée, et comme c'est la grosse bagarre, il y a des coureurs qui prennent des risques. Et puis là en plus on était sur une situation mi-sec, mi-mouillé, et là on voit aussi que les coureurs ils pensent que ça passe, et puis il y a une tache humide sur la route, et bam, ça glisse, ça fait une grosse chute. Et puis la fatigue aussi de ce début de Tour de France. Les coureurs, ça fait depuis 2 semaines qu'on roule à fond. Donc au bout d'un moment, il y a de la fatigue. Et quand il y a de la fatigue, on a des moins bons réflexes. Il y a plein de choses qu'on fait beaucoup moins bien. Et comme on était déjà à fond au départ, des fois vous êtes un peu ankylosé aussi au niveau des bras, selon certaines positions. Et puis au bout d'un moment, on est fatigué, on est à fond, et puis voilà, on explose et ça fait chute. Alors des fois on explose et il n'y a pas chute, mais des fois ça provoque la chute. Moi je trouve que l'organisation à ce moment-là a très très bien géré. Il fallait neutraliser. Là je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Quand on a maintenant des grosses chutes comme ça, je préfère qu'on neutralise, et ils ont pris la décision très rapidement. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu 3-4 km avant de neutraliser. Je pense que voilà, quand la moitié du peloton est pris dans une chute, il faut neutraliser pour des questions déjà d'ambulance. On a vu c'était des soucis d'ambulance, mais même en termes de sécurité. Je pense que c'est vraiment la meilleure des choses, et même au niveau de la course. Imaginons qu'un Pogačar, parce que là c'est tombé en 2-3e position quasiment. Imaginez Pogačar est bloqué par la chute. Et derrière il peut pas revenir parce que tous ses équipiers sont bloqués également dans la chute. Ça aurait pu nuire à la course. Donc je pense que voilà, c'était une bonne idée de neutraliser à ce moment-là. On n'était pas en plus dans le final de l'étape, donc voilà, il y avait une bonne idée de neutraliser. Le peloton en plus était encore groupé, donc c'était une bonne idée. Là où je trouve que l'organisation, il y a encore eu des soucis, c'est avec les motos. Je m'étais déjà plaint des motos l'année dernière, je m'en plains là encore dans le final. Enfin, l'attaque de Pogačar, elle est complètement, et la stratégie de Pogačar tombe complètement à l'eau à cause des motos. Elles n'ont rien à faire là, à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il va y avoir un sprint. On sait très bien qu'il va y avoir un sprint pour les bonifications. On sait que ça peut partir à n'importe quel moment. À 700-800 mètres du sommet, il fallait que les motos dégagent, qu'elles dégagent à 300 mètres. Voilà. C'était ou soit qu'elles se mettent derrière les coureurs, mais on ne pouvait pas laisser les motos devant, intercalées, aussi proches des coureurs de devant. Et là, c'est pas normal. On est sur la plus grande course du monde. Ça devrait être la meilleure organisation au monde. Et là, pour moi, c'est un souci d'organisation pour 2 raisons. Déjà, parce que c'est encore une motocaméra de France Télé. Ça fait plusieurs fois d'affilée que les problèmes de moto, c'est dû aux motocaméras de France Télévisions. Ça avait déjà été le cas l'année dernière, notamment avec Roglic, et ça avait été le cas, je crois, avec une moto. Alors, c'était une moto de télévision, mais c'était pas France Télévisions. Quand il y avait une chute, je crois que c'était la télé néerlandaise qui avait provoqué une chute. Mais parce qu'il y a trop de motos. Et à un moment, il y a trop de motos où c'est surtout que c'est mal régulé. C'est mal régulé parce que pour moi, le régulateur, à ce moment-là, il doit dire mais dégagez au loin. Enfin, le régulateur, son job, c'est de gérer la sécurité des coureurs. Et que les véhicules n'interfèrent pas dans la course. C'est son job. Si le régulateur n'est pas capable de faire ça, il faut qu'il change de métier. Et les motards et les caméramans de France Télévisions, je sais que c'est pas un job facile, mais ils sont payés assez cher pour faire ce job-là qui n'est pas facile. Ils ne devaient pas se trouver à ce moment-là. Il faut anticiper les choses. Je suis désolé. Et c'est pas la première fois qu'on a des soucis avec les motos France Télévisions.
C'était déjà le cas l'année dernière avec Roglic sur l'étape de Roubaix. C'était déjà le Moto France Télévisions qui avait déplacé la botte de paille qui a provoqué la chute de Roglic. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pas la première fois qu'il y a des soucis. Mais, pourquoi on a eu des problèmes ? Et heureusement, là aussi, on aurait pu avoir une Chris Froome. Hein, parce que et Chris Froome, c'était aussi une moto de France Télévisions en passant qui était bloquée ce jour-là. Mais du côté des motos... des motos à un moment, quand Rodriguez revient avec Adam Yates, heureusement qu'ils sont habiles un petit peu, parce que les motos c'est du n'importe quoi aussi à cet endroit-là. Elles doivent laisser passer les deux coureurs. Pourquoi la moto de France Télévisions, c'est encore une moto de France Télévisions et ça doit être la même en plus, pourquoi la moto de France Télévisions ne dégage pas? Et en plus quand elle dégage pas du bon côté de la route. On dégage toujours à droite de la route, jamais à gauche. C'est une règle de base en cyclisme. Donc il fallait dégager à droite. Lui, c'est le seul qui dégage à gauche. Et vous avez une moto qui dégage du mauvais côté, c'est la moto de France Télévisions. 2 fois dans la même journée, ça fait beaucoup. Après, il y a aussi un souci d'organisation. Pour moi, parce que dans cette fin de montée, je suis désolé, mais on savait qu'il y avait des secondes de bonification. Il fallait qu'il y ait des barrières dans le dernier kilomètre de la montée. En plus, aujourd'hui, c'était une arrivée en descente, on savait que ça allait être très étiré. Il n'y avait pas besoin de barriérer les 3 derniers kilomètres comme on le fait sur une étape de sprint. On barrière les 3-4 derniers kilomètres. Ça veut dire qu'on avait des barrières en réserve. On avait des kilomètres de barrières en réserve. Donc, il fallait barriérer ce dernier kilomètre. Je suis désolé, il fallait mettre des barrières. À cet endroit-là, en plus, il n'y avait pas de vent aujourd'hui, parce que parfois les barrières peuvent s'envoler, mais là, il n'y avait pas de vent, il fallait mettre des barrières. On est à un sprint bonification dans le dernier kilomètre, barrière. Surtout que la route est étroite en plus, et on le savait que la route de Jouplane elle est étroite, c'est l'un des soucis de cette montée. Ou sinon, il fallait interdire les spectateurs dans les 3 derniers kilomètres, on pouvait faire aussi ça. À cet endroit-là, il fallait mettre des barrières, donc tu as rajouté 1 km de barrière, il te restait donc encore 1 km de barrière. L'autre kilomètre de barrière, tu le mettais juste avant la descente quand ça remonte pendant 1 kilomètre. Parce que là aussi, il y avait trop de spectateurs et c'était pas du tout bien organisé. Ou sinon, tu interdisais les spectateurs. Vu qu'en France, les spectateurs sont pas capables de se tenir correctement, contrairement au Danemark, tu mets des barrières. Tout simplement, tu mets des barrières. Ou tu interdis les spectateurs. Les préfets, ils interdisent bien beaucoup de choses. Je pense qu'ils peuvent interdire dans ce genre de cas. Donc, où l'organisation du Tour de France peut se démerder pour que les préfets interdisent les spectateurs. Si les mecs sont pas capables de se comporter correctement et que c'est dangereux pour les coureurs, je suis désolé, faut mettre des interdictions. Si les gens sont pas assez intelligents pour activer leur cerveau et comprendre que ce qu'ils font et que leur comportement peut avoir un impact sur la communauté et qu'à ce moment-là, leur comportement peut être dangereux, il faut dans ce cas-là mettre des restrictions de partout. Ça va triste, mais bon, là, des fois, c'est du n'importe quoi. Au niveau du comportement du public sur le Tour de France, c'est souvent du n'importe quoi. Et c'est pas le cas sur d'autres épreuves. Il y a des épreuves où le public se comporte très bien. Bon, je parle pas du Tour d'Italie. Du côté des sondages, parce que hier, j'ai oublié les sondages. Je m'en excuse. Je vous avais posé, donc on va faire un petit rattrapage. Du côté des sondages, premier sondage, je vous posais la question, Thibaut Pinot va-t-il finir devant David Gaudu au classement général? Alors là, maintenant, la question est un petit peu passée à côté. Non à 61%, oui, pardon, je suis pas de Moselle, à 39%, 300 votes. Pour vous, demain, qui va gagner l'étape? Baroudeur, 9%, un grimpeur mal classé au général, 26%, un outsider, 5 ou 10 au général, entre 5 et 10 au général, 8%, leader du général, 57%, c'était un leader du général pour cette étape. Non, l'étape 13, c'était pas un leader du général, pardon. C'était Katko. Et puis pour vous, qui va gagner l'étape 14? Baroudeur, 11%, un grimpeur mal classé au général, 43%, un outsider 5e, 10e du général, 10%, c'était donc un leader du général. Oui, 38%, parce qu'on peut considérer que Carlos Rodriguez est un leader au général. Note de l'étape, pour l'instant c'est la meilleure étape depuis le début de ce Tour de France, 19 sur 20
Pour vous dire à quel point ça a roulé vite encore aujourd'hui. On est il va y avoir même des mecs hors délai. Hein. On est à 38,1, c'est-à-dire qu'on est au niveau de l'horaire le plus rapide. C'est seulement parce qu'il y a eu même un peu plus rapide que l'horaire le plus rapide indiqué. C'est juste que comme il y a eu les 30 minutes de pause, on est arrivé à 18h30, mais on est au niveau de l'horaire le plus rapide. Donc c'est pour vous dire que ça roulait fort. Et je vous dis qu'il y aura des hors délais, parce que les délais sont pas si énormes que ça. Et pour le moment... Ouais, c'est en train d'arriver, mais ouais, non, Adrien Petit vient d'arriver à 38,06 de retard. Ils sont 158, ça va peut-être fonctionner. Moritz aussi est arrivé avec Adrien Petit. Ça va peut-être tenir pour tout le monde, mais ouais, c'était encore une grosse journée et on commence à les accumuler les grosses journées. Hein. Pour les coureurs, donc ça va commencer à devenir très compliqué. Mais 19 sur 20, j'enlève un point pour la moto. Ça m'a énervé parce que je pense qu'on aurait pu encore avoir un plus gros spectacle sans cette moto. Mais on a tout eu ce qu'on aime dans le cyclisme, du spectacle, du suspense, un duel énorme. Entre Vingegaard et Pogacar, j'avais l'impression de revenir, 2010, donc 13 ans en arrière, ça commence déjà à faire. Puis du grand spectacle, du grand spectacle de sport. Même en sport en général, c'était du grand spectacle de sport en général aujourd'hui. Voilà, c'est une étape qui va marquer ce Tour de France et ce Tour de France va marquer l'histoire du Tour de France, voir l'histoire du sport avec ce duel entre ces deux coureurs. On regarde tout de suite le bilan des Bleus. Bilan des Bleus. Je commence avec Félix Gall. Bonne étape de Félix Gall, bonne journée de Félix Gall. Il remonte au classement général, hein, Félix. Il s'est bien accroché. Et maintenant au classement général, malgré le temps qu'il a perdu les premiers jours de course, hein, encore une fois. Hein, Félix Gall, il est désormais 9e, c'est-à-dire devant David Gaudu. Et je rappelle Félix Gall qu'il avait perdu beaucoup de temps, notamment sur l'étape de San Sébastien, où il avait fini 46e. Mais aussi, oui, non, c'était sur cette étape-là qu'il avait perdu beaucoup de temps à San Sébastien, où il avait fini 46e. Donc voilà, dommage qu'il avait perdu autant de temps ce jour-là, parce que sinon il serait encore plus haut dans le général. Pour moi, c'est le 5e ou 6e homme de la course. Il fait vraiment du très très bon boulot, il s'est vraiment bien accroché, il n'a pas explosé. Alors oui, pas forcément le meilleur descendeur, mais vous voyez hein, que quand on m'avait dit c'est un mauvais descendeur, moi je vous avais dit sur le Tour de Suisse, quand il avait mal descendu, je vous avais dit il était à fond. Il avait explosé à ce moment-là, il était plus lucide, parce qu'il suit quand même Jay Hindley. Alors il a eu un peu de mal à un moment dans la descente face à Jay Hindley, mais Jay Hindley est plutôt un bon descendeur. C'est un descendeur qui fait des trajectoires très propres. Donc ouais, Félix Gall, très très belle étape aujourd'hui, et AG2R a bien fait là, de lui confier les clés du camion, mais surtout a bien fait de le recruter à Sunweb, parce qu'à l'époque Félix Gall était chez Sunweb. Et c'était une belle recrue, mais voilà, Vincent Lavenu, il repère parfois des coureurs, parce que quand il avait recruté Pozzo Vivo avait une victoire, je crois, sur le Giro, un truc comme ça, il l'avait recruté au bon moment. Voilà, il sait recruter les coureurs étrangers au bon moment. Alors je suis pas forcément d'accord avec tout ce que fait Vincent Lavenu, mais avec certaines pépites, il arrive parfois à trouver des pépites, à avoir un sens du recrutement du côté de Vincent Lavenu. Et là, Félix Gall aujourd'hui, 1,46, très très belle étape, 7e. Aujourd'hui, ça fait des points UCI en plus pour AG2R. Donc c'est vraiment très 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 bien aujourd'hui pour ce coureur qui a passé une belle journée du côté de Félix Gall. Donc il faut le saluer. On poursuit avec Guillaume Martin. Pour moi, il est à sa place, Guillaume, aujourd'hui. Il a fait du bon boulot avec Gaudu. Il a fait du bon boulot et voilà, il finit avec David Gaudu. 10e de l'étape, Guillaume Martin. Bon, par rapport aux moyens du moment, c'est bien. Il remonte à la 12e place au général. Il est à 4 minutes de David Gaudu, mais il est qu'à 2 minutes de Pidcock. Et puis, aujourd'hui, Pello Bilbao, il a quand même bien explosé. Il est maintenant à 8,50. Bilbao, il va peut-être pas bien tenir la 3e semaine. Donc ça pourrait laisser des opportunités. Sepp Kuss un peu pareil, parce que la 3e semaine, il a déjà fait le Giro. Même si on sait qu'il arrive à enchaîner de grands tours, encore une fois le Giro est exigeant, je ne vais pas me répéter sur ce que j'ai dit d'hier. Et puis maintenant il a en plus 5 minutes d'avance sur Bourman et pas mal sur Pinot, donc il sait qu'il sera dans le top 15 du général, ça il le sait,
s'il arrive à l'arrivée de ce Tour de France, il sera dans le top 15. Donc maintenant, il faut tenter de se projeter. Il a tenté de prendre l'échappée. Bon, aujourd'hui, c'était impossible de prendre l'échappée parce que ça a roulé fort pendant toute la journée. Mais vraiment, du côté de Guillaume Martin, je trouve que l'étape était pas mal. Quand tu arrives à suivre David Gaudu, alors je sais bien que c'est pas du grand David Gaudu, on va y revenir un petit peu plus tard, mais je trouve que c'est pas mal. Bon, la Groupama FDJ. Alors déjà, moi je suis encore déçu que Gaudu ait pas tenté de prendre l'échappée. Bon, faudra pas attendre l'étape du Bourg-en-Bresse pour prendre l'échappée du côté de David Gaudu. Après, bon, aujourd'hui l'échappée ne pouvait pas aller au bout, mais je trouve qu'encore une fois on court un peu petit bras. Toujours des soucis sur les débuts de montée Gaudu, c'était déjà le cas l'année dernière. C'est un coureur qui a souvent du mal à se mettre en rythme. C'est un peu un moteur diesel. Là, ça l'a un peu, ça l'a un peu mis en difficulté quand même Gaudu parce qu'il est obligé de faire un effort pour revenir et se replacer. Et ça le met donc en difficulté, David Gaudu. Et puis bon, il finit avec Guillaume Martin, mais pour moi, David Gaudu, il est meilleur que Guillaume Martin. Donc, c'est pas forcément une bonne journée. Et au niveau des jambes, quand tu vois les cadors des mecs qui pouvaient potentiellement faire un top 5, à part Ben O'Connor, et Landa, c'est peut-être celui qui s'en sort le moins bien. Donc, c'est un petit peu dommageable. Et puis, dommage Pinot, qui n'a pas pu prendre, qui n'a pas réussi avec l'échappée, ça n'a pas fonctionné. Bon, après Thibaut Pinot, je l'aurais plus vu dans l'échappée de demain. Tu vois, l'étape de demain, je la voyais plus aller en échappée. Peut-être. Quoique aujourd'hui, ça pouvait le faire en échappée. J'avais mis Peters et des mecs comme ça. Mais quand on a vu le début d'étape, tout ce début d'étape un peu particulier, le fait que Jumbo ne voulait pas laisser partir, bon, il fallait peut-être se relever un petit peu avant pour Thibaut, mais c'est la mentalité un petit peu Marc Madio, c'est-à-dire qu'on ne se relève pas. Un peu mentalité vieux cyclisme, je dirais parfois. Donc il s'est pas relevé, mais il a consommé de l'énergie. Et demain, ça sera pas facile pour lui de partir en échappée. Par contre, l'avantage, c'est que Gaudu, comme maintenant il est à 10 minutes au général, 12,56, ça laisse de la place pour partir. Même si il est maintenant avec AG2R, il va y avoir encore une fois des comptes d'apothicaire derrière, donc il n'aura peut-être pas énormément de liberté. Voilà, pour partir on n'aura peut-être pas tant de liberté que ça pour partir en échappée David Gaudu. Mais ça serait bien parce que on le voit quand même on le voit plus en difficulté que vraiment à son avantage pour le moment, David Gaudu. Donc c'est bien dommageable. Et puis je termine avec Romain Bardet, abandon. C'est pas une année fantastique pour Romain, c'est seulement son deuxième abandon sur le Tour de France. Là je pense que c'est dû à un protocole commotion. Je sais pas si vous avez remarqué, parce que personne n'a été surpris de ça, mais il est rentré avec une voiture de la Groupama. C'est même pas une voiture de son équipe qui l'a ramené. Alors peut-être parce que du côté de chez Groupama, ils avaient une voiture en avant-course pour donner des bidons à David Gaudu. Mais ça m'a fait marrer qu'il rentre dans la voiture de la Groupama et pas dans la voiture de la DSM. Après, c'est pas une année facile pour Romain. Ça a été une année. Depuis le début de saison, je vous le dis, je sens un contretemps. Là, en plus, il était malade. J'ai lu ça dans vos commentaires, parce que vous êtes souvent bien informés aussi, et qu'il a été malade au niveau des bronches. Ça, c'est vrai que ça confirme un peu l'état physique dans lequel je voyais où il était pas bien. Ça veut dire qu'il était en surchauffe forcément parce que tu respires pas bien. Quand tu respires pas bien, ton rythme cardiaque s'accélère. Comme ton rythme cardiaque s'accélère, le corps a besoin de refroidir de manière plus importante. Donc forcément, tu as hyper chaud alors que tu fais pas d'effort. Donc forcément, quand tu fais un effort, c'est encore pire. Du côté de Romain Bardet. Mais c'est dommage encore plus pour DSM quand même. Parce que Sam Walsford, on l'a très peu vu dans les sprints. C'est-à-dire que DSM sur ce Tour de France, ça fait quand même très peu de points UCI. Pour une équipe qui n'a pas forcément énormément de marge, parce que pour le moment au classement, DSM, ils sont 16e au classement UCI. Donc c'est pas beaucoup de points. Alors ça serait bien qu'un Max Poul ou un Oscar Olney, je sais pas s'ils vont faire la Vuelta mais marquent des points. C'est vrai que ou un Wideberg également. Ouais, ça a été compliqué avec
c'est un Tour de France difficile, on les a assez peu vus quand même les DSM. Maintenant, bon, il va y avoir des opportunités. Je pense notamment à un Kevin Vermarke, l'Américain, qui avait fait une belle étape hier. Donc, il peut peut-être faire du job en partant en échappée. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est pas un grand Tour de France du côté de la DSM. Et quand tu perds ton leader et que tu n'as pas forcément de leader de rechange, c'est vrai que c'est compliqué. Parce que le deuxième DSM au général, il est. On va peut-être l'avoir, le deuxième DSM, le DSM au général le mieux classé maintenant. Oui, c'est Chris Hamilton qui est 37e, donc ça fait très peu de points. 37 au niveau du général, ça fait pas beaucoup de points. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle pour cette formation au niveau du classement des points ECI. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Alors aujourd'hui du côté des coureurs au top, certains diraient je me suis pas vraiment fait chier la bite en mettant les 3 premiers, mais bon là il y a quand même, c'est quand même vraiment bien. Et puis en plus je les ai mis dans l'ordre. Je commence avec Rodriguez. Ouais, super étape de Rodriguez. Je dirais que la chance sourit aux audacieux. Petit conseil pour David Godu. Oui, la chance sourit aux audacieux. Si tu tentes rien, tu gagneras rien. Si tu tentes des choses, tu peux gagner. Alors oui, tu peux perdre, parfois, mais parfois tu peux gagner. Et dans le cas de Rodriguez aujourd'hui, eh bien, la chance sourit aux audacieux. Il a attaqué, il a pris beaucoup de risques dans la descente parce qu'à un moment, le parapet, il a failli se le prendre dans la descente. Mais bon, c'est le jeu. Dans ce type d'étape. Il y a ceux qui veulent moyennement prendre des risques. Je pense que Pogacar, ça m'a rappelé Milan-San Remo avec Mohoric l'année dernière, où quand Mohoric accélère dans la descente du Poggio, il y a Pogacar qui hésite à y aller tout de suite et qui se prend 10-15 mètres et il reviendra jamais parce qu'il ne peut pas prendre les mêmes risques que Mohoric. Et là, j'ai l'impression que ça a été pareil. C'est-à-dire quand il a vu Rodriguez sortir, il a dit « j'ai envie de suivre Rodriguez ». Et puis après, il a vu que Rodriguez, en fait, il prenait énormément de risques. Et il s'est dit, est-ce que je prends les risques ou est-ce que je prends le risque de peut-être me mettre au tas ou est-ce que je temporise un petit peu? Et il a temporisé. Et Rodriguez, c'est une belle victoire. Mais Rodriguez, alors en France, on le connaît peu parce que c'est un coureur qui n'a pas couru énormément de fois en France. Rodriguez, depuis qu'il est chez Ineos. Mais c'est un super coureur. Moi, je vous en parle depuis la Vuelta l'année dernière. Il a fait une super Vuelta. Il tient 3 semaines alors qu'il tombe à 3 jours de l'arrivée. Il se prend une chute. Mais vraiment, il est râpé de partout. Il repart et il finit quand même 7e en s'accrochant. C'est un dur au mal, Rodriguez. C'est un solide dans la tête, l'Espagnol. Vraiment, il fait du très très bon boulot sur cette étape. Et il prend sa chance. Il a pris des risques. Bon, voilà. Il faut saluer aussi la prise de risque qui a fonctionné dans cette descente de Jouplane. Il faut savoir bien descendre dans le cyclisme. Moi, j'ai été déçu. Quand il y a des coureurs qui ont dit oui, faut arrêter les arrivées en descente. Non, pour moi, faut pas arrêter les arrivées en descente. C'est pas parce que c'est pas parce qu'il y a un mec qui est mort dans une descente qu'il faut arrêter les arrivées en descente. Pour moi, par contre, les arrivées en descente, quand ça se passe dans des conditions comme ça, il faut vraiment les protéger à mort. Et pour moi, dans la mort de Gino Beder, j'en avais déjà parlé, mais pour moi, il y a un vrai souci où ce Perrier, on n'aurait pas dû pouvoir atteindre ce Perrier. Donc il aurait fallu mettre, je pense, des filets type filet de ski pour arrêter les coureurs un maximum, pour éviter qu'ils puissent frapper à quasiment pleine vitesse le pierrier et protéger ce pierrier, mettre des matelas au-dessus du pierrier. Mais pour moi, il ne faut pas arrêter les arrivées en descente parce que ça fait rêver des gens aussi. Que ça fait quand même, les coureurs cyclistes, ils font pas coureurs cyclistes pour rouler à 20 km/h en montagne. Ils font coureurs cyclistes parce que c'est un sport où tu vas vite quand même aussi. Alors peut-être à part Pierre Latour en ce moment, mais j'avais pas vu le reportage sur Pierre Latour. On a dit qu'ils m'ont parlé du reportage, je ne l'avais pas vu. Le reportage d'Aventure de France où il parlait du travail psychologique qu'il faisait, qui fait un travail psychologique. Après un travail psychologique, ça se fait pas en 2 jours. Y a des mecs qui sont en psychanalyse pendant 3 ans, 4 ans. Mais ça veut dire déjà qu'on a pris le problème à bras le corps. Parce qu'à un moment, j'avais un doute que... Bon. Mais il faut pas qu'il désarme.
Voilà, faut pas qu'il laisse tomber Pierre Latour parce que ça serait triste. C'est un coureur qui a des qualités, j'en ai parlé lors de l'étape du Puy-de-Dôme, ça serait triste voilà, qu'il n'arrive pas à montrer ses qualités. Bon, on passe à Rodriguez, mais pour moi, voilà, il faut savoir descendre, ça fait partie aussi de la panoplie du bon coureur. Si on arrêtait les arrivées en descente, Nibali, il aurait peut-être pas gagné autant de courses dans sa carrière parce qu'il avait cette maîtrise-là des descentes. Plus vraiment sur la fin de carrière, mais voilà. Et de la part de Rodriguez, pour moi, il a fait le job aujourd'hui. Il a été audacieux, il a pris des risques, les bonnes jambes. C'est un mec qui finit bien aussi en 3e semaine. Donc Jenley, il tombe sur un os. Surtout, il a repris quand même 1,45 à Henley aujourd'hui. Chapeau, belle étape. Voilà, ça a été une belle victoire pour Rodriguez. Ça peut être le 3e homme de ce Tour de France. Et je trouve que ce Tour de France est quand même plutôt bon pour Ineos, 2 victoires d'étape, en tête du classement par équipe, un mec sur le podium pour le moment de ce Tour de France. Par rapport aux attentes qu'on avait avant le début de ce Tour de France, on ne savait pas trop où on en était du côté de Ineos, je trouve pas mal, et moi je trouvais que c'était un cours qui était peut-être encore un peu faiblard pour un Tour de France. Eh bien, il m'a prouvé le contraire aujourd'hui. Carlos Rodriguez, qui fait partie des favoris de Pierre Rolland pour finir sur le podium. J'ai vu son interview sur la page YouTube de Cyclisme Actu. J'étais même surpris qu'ils avaient moins d'abonnés que moi, Cyclisme Actu, au niveau de... J'étais assez surpris. Il y avait aussi peu d'abonnés sur cette page. Parce que c'est quand même un site internet, je pense qu'il est quand même un petit peu connu. Quand vous tapez site d'information cycliste, je pense que c'est l'un des premiers noms. J'étais assez surpris qu'il se retrouve un petit peu derrière. Pogacar. Je peux pas les mettre... Enfin, autant déjà hier, j'ai mis en flop, mais c'était quand même sévère. Là, Pogacar, sa stratégie... déjà, il fallait oser attaquer Vingegaard. Voilà, il fallait pas le laisser rouler derrière. Ensuite, il se fait niquer dans la montée. La moto, ça l'a complètement déstabilisé à ce moment-là de la course. Surtout qu'il y a 2 choses qui le déstabilisent. Le premier, il rate un bidon. Je ne sais pas si vous voyez, genre à 5 km du sommet, il rate un bidon. Donc c'est heureusement à ce moment-là, Adam Yates l'arrose. Mais déjà, je pense que ça l'a énervé, ça l'a un peu déstabilisé, parce qu'on sait que les coureurs, sur les coureurs du général, ils aiment bien prendre leur bidon à tel moment, et ils aiment bien que, on va dire, la petite routine d'hydratation et de nourriture, la petite routine nutritionnelle soit pas trop perturbée. C'est le cas chez beaucoup de coureurs cyclistes. Et donc là, ça a perturbé sa routine. Et puis après, les motos qui n'ont rien à faire là, ça l'a déstabilisé. Et il a mis quand même un peu trop de temps pour moi à se remettre un peu dans le bain. Donc ce qui permet à Rodriguez de revenir aussi. Mais à la fin, il perd qu'une seconde. C'est-à-dire sur une étape où Jumbo met toute son équipe sur une montée qui était longue, sur un enchaînement de cols, il perd qu'une seconde. Le problème pour Pogacar, c'est que sur le contre-la-montre, pour moi, il va perdre du temps. Donc demain, ça serait bien qu'il réussisse à reprendre du temps sur Vingegaard, parce que moi j'ai peur que sur le chrono, Vingegaard, qui sait quand même bien contrôler son allure, et on a vu là dans le passage entre 3 km de l'arrivée et 1 km de l'arrivée, quand Pogacar attaque et qu'ensuite il roule, Vingegaard, on voit qu'à allure constante, il sait faire Vingegaard. Donc c'est ce qu'il a fait. Il nous l'a fait allure constante. Je lisse mon effort. Pogacar, c'est plus Contador, c'est-à-dire que c'est un mec qui attaque fort, mais qui n'arrive pas à tenir les cadences de Vingegaard sur des longueurs, qui est capable de faire Vingegaard sur 2, 3, 4, 5 km. Pogacar, c'est des efforts plutôt brefs. Et ensuite, il retrouve un rythme de croisière. Mais son rythme de croisière, j'ai l'impression, à Pogacar sur ce Tour de France, est moins bon que le rythme de croisière qu'est capable de faire Vingegaard. Mais du côté de Pogacar, ça a été quand même une belle étape, une belle journée. Voilà, dommage ce sommet où il perd 7 secondes à ce moment-là, mais c'est à cause des motos. Il enverra peut-être des messages méchants à Christian Prudhomme, qui sera obligé de le réconforter avec des croissants. On poursuit avec Vingegaard. Aujourd'hui, il voulait frapper un grand coup, Vingegaard, sur ce Tour de France. Il met toute son équipe à rouler quasiment dès le départ. L'échappée n'a jamais eu plus d'1 minute d'avance.
Donc aujourd'hui, Vingegaard, il était là pour pas amuser la galerie. Alors, d'un côté, alors je ne peux pas le mettre bonnet d'âne parce qu'il gagne 1 seconde aujourd'hui, mais il gagne qu'une seule seconde, Vingegaard. C'est-à-dire qu'ils ont fait plein d'efforts pour une seule petite seconde. Ce qu'il faut bien se mettre en tête. Et encore, grâce aux motos. Sinon, ils perdaient du temps. S'il n'y avait pas eu les motos, très clairement, j'aurais mis Vingegaard flop aujourd'hui. Comme il gagne 1 seconde, je ne l'ai pas mis flop. Parce que sur la fin de course, c'était plus à l'avantage de Pogačar qu'à l'avantage de Vingegaard. Je trouve aussi que Vingegaard, il a très bien résisté mentalement dans son duel avec Pogačar. Il n'a pas craqué. Et ça, j'avais des doutes. Parce que bon, je vous avais dit, j'ai l'impression que Vingegaard, depuis le début de ce Tour de France, il est vraiment sous pression. Il est quand même face à un adversaire qui n'est pas facile à décontenancer. Pogačar, c'est un peu la force tranquille, Pogačar. Et c'est vrai que c'est pas facile à gérer. Et je trouve que Vingegaard, de ce côté-là, il s'en est très très bien sorti. Il a fait vraiment du très très bon boulot à ce moment-là. Et ça, c'était vraiment du bon job de la part de Jonas Vingegaard, qui a écouté son corps, qui n'a pas voulu revenir trop vite. Voilà, il s'est dit, je reste dans mes valeurs de watts. Et je reste à ma cadence de pédalage. Voilà, je ne me mets pas dans le rouge. Ça ne sert à rien de se mettre dans le rouge parce que des fois, on revient très vite sur un concurrent et puis ensuite, il remet une autre attaque et là, vous perdez 1 minute et vous êtes en plein milieu de la pampa. Donc, il a très, très bien géré. Par contre, on voit quand même que Pogačar, sur les attaques pures, Vingegaard n'est pas capable de le suivre. Par contre, sur le rythme de croisière, il a un rythme de croisière, encore une fois, qui est meilleur que Pogačar. Ça va être un beau duel. Je pense que sur le chrono, Vingegaard est meilleur que Pogačar. Par contre, sur l'étape du Markstein, Pogačar est capable de faire un numéro aussi, s'il a envie de partir de loin. Donc le Tour de France va peut-être se jouer jusqu'au Markstein. Le col de la Lose, techniquement, en haute altitude, c'est plus à l'avantage de Vingegaard. Il faudra faire attention à la descente du col de la Lose parce que la route n'est pas très large. Et sur un vélo, Pogačar me semble plus à l'aise sur un vélo que Vingegaard. Donc il faudra voir ça, mais puis peut-être, c'est vrai que j'ai oublié de noter pour Pogačar, peut-être Pogačar aussi il n'a pas voulu prendre autant de risques que Rodriguez parce que Pogačar, hop là, j'ai viré mon micro, le poignet est toujours un petit peu convalescent quand même si, bon là il n'y avait plus de gants à un moment, il n'y avait plus rien, mais peut-être qu'il n'a pas voulu prendre de risques à ce moment-là de la course. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Les bonnets d'âne, un autre Ineos. Alors oui, Ineos aujourd'hui, c'est une bonne journée. Rodriguez gagne, en tête du classement par équipe avec 7 minutes d'avance sur tout le monde. Ça, c'est bien aussi pour Ineos. Mais Thomas Pidcock, petite déception aujourd'hui pour Thomas Pidcock. Et puis ça joue... Enfin, on l'a vu, mais dans la montée, il était à fond. Et je pense que lui, il a voulu suivre à tout prix. Et c'était pas la bonne idée. Il a voulu suivre à tout prix, ce qui fait qu'il a mis un braquet démentiel. À un moment, il tournait plus les jambes, Pidcock. Il devait être à 70 tours minute. C'est pas comme ça que tu es performant en montagne. À part Joaquim Rodriguez qui arrivait à être performant en montagne en tournant peu les jambes. Et Pierre Roland, c'est quand même souvent les mecs qui arrivent à être en fluidité. Surtout vu ses qualités à Pidcock. Il a voulu s'accrocher à tout prix. Quand ça lâche à 2,5 km, il perd 1 minute au sommet parce que forcément, lui, il explose complètement. Le début de la descente, c'était en plus une descente qui n'était pas technique. La descente du col de la Ramaz, pas suffisamment technique pour qu'il refasse son retard. Et après, ça fait 2 minutes. Alors, ils ont bien laissé attendre Castroviejo, mais je pense que c'était trop tardif. Il fallait vraiment qu'il attende que Castroviejo soit rattrapé au pied vraiment de la portion de descente rapide. Et il fallait ensuite qu'il attende. Et le problème, c'est qu'il a fait son travail que sur la portion vraiment toute plate. Et là, il y avait déjà une 30 et c'était fini pour Pidcock. Alors aujourd'hui, Pidcock, il finit à 8 minutes 40. Donc il s'est pris une petite claquasse dans la tête quand même. Thomas Pidcock, l'enchaînement des cols a fait mal. Il n'a pas réussi à gérer son coup de moins bien. Voilà, son temps faible, parce qu'il n'est pas habitué à être dans cette situation-là aussi. C'est la première fois qu'il est leader sur un grand tour. Il apprend. Aujourd'hui, c'est une journée, il va beaucoup apprendre. Il a pris cher, mais il reste quand même 11e du général. Et puis, à moins de 2 minutes quand même de Gaudu. Pas très long aussi de Félix Gall. Je rappelle, il y a un contre-la-montre. Il a moins de 2 minutes aussi de Félix Gall.
et il est à 4 minutes d'un Bilbao. Donc c'est-à-dire qu'il va pouvoir remonter ces coureurs-là. C'est l'enchaînement des cols qui a fait mal. Après Pidcock, il y a encore un test, hein. C'est le col de la Lose. Ça serait un vrai test pour lui, le col de la Lose. Mais il est capable, Pidcock, de faire un très bon chrono du côté de Domancy. Et il est capable de reprendre du temps sur ce contre-la-montre-là. Mais voilà, du côté de Pidcock aujourd'hui, ça a été un peu difficile. Et puis là, vous allez dire que je suis un petit peu difficile avec Jane Lay, que je mets en flop. Alors, je mets en flop, vous allez comprendre pourquoi. Du côté de Jane Lay, le fait qu'il soit tombé et qu'il ait réussi quand même à garder une place dans le top 5 du général, c'est très bien. Ça, il s'est accroché. Bon, voilà, il a un peu craqué dans le final. Mais en fait, je suis inquiet parce qu'il est tombé quand même assez fortement aujourd'hui. Le maillot était quand même complètement déchiré. Ça, c'est rarement bon signe. Ensuite, il a quand même perdu du temps. Depuis le début de ce Tour de France, il perdait pas autant de temps quand même sur Adam Yates et Rodriguez. Ça veut dire que peut-être que ça allait moins bien. Alors, c'était peut-être juste une panne de jambe, mais c'était peut-être dû à la chute. Et puis quand tu tombes et que tu trappes de cette manière-là, les nuits sont pas bonnes. Et en plus, j'ai peur que ça soit au niveau du dos. Et là, la nuit va vraiment être pas bonne pour Jane Lay. Et que en plus, demain, il y a encore une étape difficile. Demain, c'est encore plus de 4000 mètres de dénivelé positif. Lundi, bon, c'est jour de repos. Mardi, c'est chrono, c'est pas son domaine de prédilection. Col de la Lose, c'est l'étape la plus dure qu'a lieu mercredi. Donc on a vraiment des Alpes difficiles. Donc, pour Jane Lay, j'ai peur. J'ai peur à partir de maintenant qu'il régresse dans la hiérarchie parce qu'en plus, des fois, c'est pas toujours le jour même qu'on a le contre-coup physique. C'est le lendemain. On va être courbaturé de partout. On va être vraiment avec les jambes lourdes en difficulté. Donc j'ai peur que pour demain, Jane Lay, ça soit difficile. C'est pour ça que je l'ai mis bonne date. Bon, bah c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à répondre à des parts fictifs. Encore une fois, je ferai la vidéo lundi. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Demain, présentation de l'étape 7h, débrief 21h, 21h15 peut-être, parce que c'est vrai que l'étape se finit un petit peu tard normalement. On sera plutôt aux alentours de 18h15, donc je ne pourrai pas enregistrer avant 18h40. Je pense à peu près il y a une petite demi-heure, hein, le temps d'écrire, le temps de tout mettre en place. Donc voilà, peut-être que la vidéo arrivera avec un petit peu de retard dimanche. Bon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao!